Ce document n'est pas inspiré de faits réels, mais est 100% réel. L'enfer à la maison, 2 ans de torture et le sauvetage choquant de Lucelia à Goiânia. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Écoutez, il y a des cas qui nous marquent. Ce genre d'histoire que vous entendez et qui, même des années plus tard, vous donne encore des frissons. Ce n'est pas une super production Netflix, ni un thriller au rebondissement rocambolesque. C'est quelque chose qui s'est déroulé dans le silence d'une maison ordinaire, dans un quartier qui semblait tranquille, et qui a laissé une empreinte si profonde qu'aujourd'hui encore, on se demande comment personne ne l'a vu avant. Je parle du cas de Lucelia, à Goiânia, vers 2008. Son histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, n'est pas de celle que l'on oublie facilement. Il s'agit d'une fillette de 12 ans qui, du jour au lendemain, a vu sa vie se transformer en enfer. Un cauchemar qui a duré 2 ans, mais qui a atteint son apogée, un jour précis, un après-midi de mars, lorsque son monde s'est enfin effondré et reconstruit en même temps. C'était un mercredi normal. Le soleil de Goiânia frappait fort, et peu de gens imaginaient le drame qui se déroulait derrière les grilles d'une maison du Setor Marista. Cet après-midi-là, le voisinage suivait sa routine. Des gens rentrant du travail, des enfants jouant dans la rue, l'odeur du café filtré flottant dans l'air. Mais pour Lucelia, chaque son, chaque odeur, était un rappel, cruel de sa captivité. Elle savait que la vie se déroulait dehors, mais pour elle, le monde se résumait aux murs de cette maison à étages, où la peur était une compagne constante, plus présente que toute nourriture ou affection. La routine de terreur s'était intensifiée ces derniers mois, surtout après ses 12 ans. Sylvia, l'entrepreneur qui l'avait accueillie avec des promesses d'une vie meilleure, s'était transformée en une figure diabolique. Et pour aggraver les choses, l'employée, Vanis, qui semblait auparavant indifférente, collaborait maintenant activement aux tortures. C'était une dynamique perverse, où la cruauté était la seule règle. C'était le genre de journée où, si Lucelia osait, elle sentirait l'absence du soleil sur sa peau. Mais la vérité est qu'elle ne ressentait presque rien d'autre que de la douleur et une peur paralysante. Dans cet appartement, ou cette maison à étages, nous n'avons jamais eu la certitude totale du type de propriété. Mais ce qui importait, c'est que c'était devenu son cachot privé. Elle était isolée à la merci des caprices et de la folie de Sylvia, une femme qui semblait prendre plaisir à la voir souffrir. Les heures passaient lentement, et chaque minute était une éternité d'incertitude. Lucelia ne savait pas ce qui allait suivre, si elle serait forcée de manger quelque chose d'immonde, si elle recevrait une nouvelle raclée, si le lavoir serait rempli pour une autre séance de noyade. Son esprit enfantin mais déjà endurci tentait de trouver un refuge, un endroit où la douleur ne pourrait pas l'atteindre. Mais la réalité s'imposait, brutale et constante. Lucelia se souvenait du fer à repasser, des coups de marteau sur ses mains, de la pince qui lui avait coupé la langue. Ce n'étaient pas des cauchemars, c'étaient des souvenirs vifs, gravés au fer rouge dans son jeune esprit. La douleur physique était atroce, mais la torture psychologique était peut-être encore pire. Être obligé de compter chaque coup, de justifier les blessures avec des mensonges prêts pour les quelques yeux qui la voyaient, tout cela construisait une prison invisible autour de son âme. Cet après-midi-là, le silence de la maison semblait encore plus oppressant. Lucelia savait qu'à tout moment, la terreur pouvait reprendre. Elle se souvenait de quand Sylvia avait commencé à lui interdire de sortir, l'empêchant d'aller à l'école, où, sous les uniformes et les pansements, elle parvenait à cacher l'étendue de sa souffrance. C'était une stratégie sadique pour s'assurer que personne d'autre ne voit les marques. Le soleil commençait déjà à décliner à l'horizon quand, soudain, un bruit différent résonna dans la maison. Ce n'était ni les pas lourds de Sylvia, ni la voix aiguë de Vanis. C'était un son plus lointain mais constant qui venait de la porte d'entrée. Lucelia, dans son coin, sentit un éclair de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. Serait-ce la peur de quelque chose de nouveau, ou une pointe d'espoir, si rare ces derniers temps? De l'extérieur, le docteur Fabio, un voisin attentif, avait déjà fait ce que beaucoup n'avaient pas eu le courage de faire. La rupture abrupte dans la routine de Lucelia, la fillette avait tout simplement disparu de l'école, fut le déclencheur. Il ne connaissait pas les détails de l'enfer qui s'y déroulait, mais son intuition, ou peut-être l'observation de petits signes qui passaient auparavant inaperçus, le poussa à faire une dénonciation anonyme au service de protection de l'enfance. Ce fut un acte simple mais qui changerait le destin de Lucelia pour toujours.
C'est ainsi que la voiture de la DPCA, la Délégation de protection de l'enfance et de l'adolescence, s'arrêta devant la maison. Les policiers, habitués aux scènes difficiles, ne s'attendaient pourtant pas à ce qu'ils allaient trouver. La nervosité de l'employé, Vanice, en ouvrant la porte de la buanderie verrouillée, était déjà un mauvais présage. Elle tenta de tergiverser, mais la détermination des officiers était claire. Soit elle ouvrait, soit la porte serait défoncée. Quand la porte céda enfin, elle révéla le scénario effarant. Là, suspendue, maigre, bâillonnée, se trouvait Lucélia. Son corps menu et blessé était un témoignage muet d'une terreur indicible. Les policiers, en la voyant pendue de cette manière, sentirent un frisson dans le dos. C'était une image qui resterait gravée dans leurs esprits pendant longtemps, la preuve vivante d'une méchanceté qui défiait l'entendement. À cet instant, le miracle que Lucélia, dans son désespoir, avait imploré aux cieux, se matérialisait enfin. Rapport de police. La captivité de Lucélia. Une blessure ouverte à Guayas. Écoutez, il y a des cas qui nous marquent. Ce genre d'histoire que vous entendez et qui, même des années plus tard, vous donne encore des frissons. Ce n'est pas une super production Netflix, ni un thriller au rebondissement rocambolesque. C'est quelque chose qui s'est déroulé dans le silence d'une maison ordinaire, dans un quartier qui semblait tranquille, et qui a laissé une empreinte si profonde qu'aujourd'hui encore, on se demande comment personne ne l'a vu avant. Je parle du cas de Lucélia, à Goiânia, vers 2008. Son histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, n'est pas de celle que l'on oublie facilement. Il s'agit d'une fillette de 12 ans qui, du jour au lendemain, a vu sa vie se transformer en enfer. Un cauchemar qui a duré 2 ans, mais qui a atteint son apogée un jour précis, un après-midi de mars, lorsque son monde s'est enfin effondré et reconstruit en même temps. C'était un mercredi normal, le soleil de Goiânia frappait fort, et peu de gens imaginaient le drame qui se déroulait derrière les grilles d'une maison du Setor Marista. Cet après-midi-là, le voisinage suivait sa routine. Des gens rentrant du travail, des enfants jouant dans la rue, l'odeur du café filtré flottant dans l'air. Mais pour Lucélia, chaque son, chaque odeur, était un rappel cruel de sa captivité. Elle savait que la vie se déroulait dehors, mais pour elle, le monde se résumait aux murs de cette maison à étages, où la peur était une compagne constante, plus présente que toute nourriture ou affection. La routine de terreur s'était intensifiée ces derniers mois, surtout après ses 12 ans. Sylvia, l'entrepreneur qui l'avait accueillie avec des promesses d'une vie meilleure, s'était transformée en une figure diabolique. Et pour aggraver les choses, l'employée, Vanice, qui semblait auparavant indifférente, collaborait maintenant activement aux tortures. C'était une dynamique perverse, où la cruauté était la seule règle. C'était le genre de journée où, si Lucélia osait, elle sentirait l'absence du soleil sur sa peau. Mais la vérité est qu'elle ne ressentait presque rien d'autre que de la douleur et une peur paralysante. Dans cet appartement, ou cette maison à étages, nous n'avons jamais eu la certitude totale du type de propriété, mais ce qui importait, c'est que c'était devenu son cachot privé. Elle était isolée, à la merci des caprices et de la folie de Sylvia, une femme qui semblait prendre plaisir à la voir souffrir. Les heures passaient lentement, et chaque minute était une éternité d'incertitude. Lucélia ne savait pas ce qui allait suivre, si elle serait forcée de manger quelque chose d'immonde, si elle recevrait une nouvelle raclée, si le lavoir serait rempli pour une autre séance de noyade. Son esprit enfantin, mais déjà endurci, tentait de trouver un refuge, un endroit où la douleur ne pourrait pas l'atteindre. Mais la réalité s'imposait, brutale et constante. Lucélia se souvenait du fer à repasser, des coups de marteau sur ses mains, de la pince qui lui avait coupé la langue. Ce n'étaient pas des cauchemars, c'étaient des souvenirs vifs gravés au fer rouge dans son jeune esprit. La douleur physique était atroce, mais la torture psychologique était peut-être encore pire. Être obligé de compter chaque coup, de justifier les blessures avec des mensonges prêts pour les quelques yeux qui la voyaient, tout cela construisait une prison invisible autour de son âme. Cet après-midi-là, le silence de la maison semblait encore plus oppressant. Lucélia savait qu'à tout moment, la terreur pouvait reprendre. Elle se souvenait de quand Sylvia avait commencé à lui interdire de sortir, l'empêchant d'aller à l'école, où, sous les uniformes et les pansements, elle parvenait à cacher l'étendue de sa souffrance. C'était une stratégie sadique pour s'assurer que personne, d'autre ne voit les marques. Le soleil commençait déjà à décliner à l'horizon quand soudain,
Un bruit différent résonna dans la maison. Ce n'était ni les pas lourds de Sylvia, ni la voix aiguë de Vanice. C'était un son plus lointain, mais constant, qui venait de la porte d'entrée. Lucélia, dans son coin, sentit un éclair de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. Serait-ce la peur de quelque chose de nouveau, ou une pointe d'espoir, si rare ces derniers temps? De l'extérieur, le docteur, Fabio, un voisin attentif, avait déjà fait ce que beaucoup n'avaient pas eu le courage de faire. La rupture abrupte dans la routine de Lucélia, la fillette avait tout simplement disparu de l'école, fut le déclencheur. Il ne connaissait pas les détails de l'enfer qui s'y déroulait, mais son intuition, ou peut-être l'observation de petits signes qui passaient auparavant inaperçus, le poussa à faire une dénonciation anonyme au service de protection de l'enfance. Ce fut un acte simple, mais qui changerait le destin de Lucélia pour toujours. C'est ainsi que la voiture de la DPCA, la Délégation de protection de l'enfance et de l'adolescence, s'arrêta devant la maison. Les policiers, habitués aux scènes difficiles, ne s'attendèrent pourtant pas à ce qu'ils allaient en trouver. La nervosité de l'employé, Vanice, en ouvrant la porte de la buanderie verrouillée, était déjà un mauvais présage. Elle tenta de tergiverser, mais la détermination des officiers était claire. Soit elle ouvrait, soit la porte serait défoncée. Quand la porte céda enfin, elle révéla le scénario effarant. Là, suspendue, maigre, bâillonnée, se trouvait Lucélia. Son corps menu et blessé était un témoignage muet d'une terreur indicible. Les policiers, en la voyant pendue de cette manière, sentirent un frisson dans le dos. C'était une image qui resterait gravée dans leurs esprits pendant longtemps, la preuve vivante d'une méchanceté qui défiait la compréhension. À cet instant, le miracle que Lucélia, dans son désespoir, avait imploré aux cieux, se matérialisait enfin. L'équipe de sauvetage a agi rapidement, libérant Lucélia de ses liens. La fillette, tremblante et en état de choc, ne parvenait pas à articuler beaucoup de mots, mais ses yeux, auparavant vides, démontraient maintenant un mélange de soulagement et d'incrédulité. L'air lourd de la captivité commença à se dissiper, remplacé par la présence protectrice des policiers, qui la couvrirent et la soutinrent avec soin. C'était la fin d'un tourment qui semblait sans fin. Pendant que Lucélia était emmenée de la maison pour recevoir les premiers secours et être transportée dans un endroit sûr, les policiers commencèrent les premières diligences. La maison, auparavant un sanctuaire de cruauté, devenait maintenant la scène d'un crime barbare. Chaque pièce, chaque objet, semblait porter le poids de la souffrance de cet enfant. Il était évident que l'enquête serait complexe, mais la priorité était d'assurer la sécurité et le bien-être de la victime. Peu de temps après, Sylvia Calabres-Lima est revenue à la résidence, avertie par son mari de la présence policière. Son expression initialement de surprise se transforma rapidement en quelque chose de calculatrice, bien qu'elle tentât de garder son sang-froid. Il ne fallut pas longtemps pour que les indices et le récit initial, bien que fragmenté, de Lucélia confirment les soupçons. L'ordre d'arrestation fut donné, et le masque de l'entrepreneur bienveillante tomba enfin, révélant la tortionnaire derrière. L'employé Vanice fut également arrêté. Sa complicité dans les actes de Sylvia était évidente et choqua tout le monde. La façon dont elle collaborait, comme si c'était quelque chose de normal, nous faisait remettre en question la nature humaine elle-même. Comment quelqu'un pouvait-il devenir partie prenante d'une telle cruauté sans montrer une once de remords? C'était un sombre portrait de la façon dont la méchanceté peut se propager et impliquer d'autres personnes. Lucélia fut emmenée dans un foyer, un endroit sûr où, pour la première fois depuis longtemps, elle put respirer sans peur. Ce furent 7 mois d'un délicat processus de récupération, de guérison de blessures, qui n'était pas seulement physique. Son âme était marquée, mais là, avec le soutien de professionnels et la compagnie d'autres enfants dans une situation similaire, elle commença à tracer un chemin de restauration. Pendant cette période, un espoir improbable surgit. Un couple, de pasteurs de l'église baptiste de La Gueña, Ezenet et Marcos Rodriguez, fut touché par l'histoire de Lucélia et décida de l'adopter. Ils deviendraient ses nouveaux parents, les figures qui guériraient son âme et lui donneraient la chance de réécrire son histoire. C'était le début d'une nouvelle phase, où la foi et l'amour commenceraient à cicatriser les blessures les plus profondes. Bien que la chronologie exacte des événements post-sauvetage ait encore aujourd'hui quelques points nébuleux dans les sources, ce qui importe est l'essence. Lucélia a trouvé un foyer,
Il a été mentionné qu'elle aurait, à un moment donné, passé des vacances avec son père biologique et que la garde définitive par lui était son désir. Mais ses difficultés financières, c'était un obstacle. La fillette, avec une force impressionnante, a cherché en justice le droit de vivre avec son père. Et selon toute indication, cette demande a été satisfaite. C'est-à-dire qu'il est très probable qu'après l'accueil, initial par la famille de l'Église, elle ait enfin pu vivre avec son père. Le chemin vers la guérison de Lucélia a été long et ardu, mais elle a refusé d'être définie par son passé. Son plus grand rêve, même après tout le traumatisme, était de construire une famille aimante, d'avoir un foyer et de devenir mère. Un rêve simple, mais qui représentait la totale dépassement de tout le mal qui lui avait été imposé. Et elle y est parvenue. Lucélia a rencontré un jeune homme, est tombée amoureuse, s'est mariée et est devenue mère de 3 garçons. Elle a non seulement survécu, elle a fleuri. Sa vie est devenue un témoignage de croissance spirituelle et de pardon. La foi en Dieu et la capacité de pardonner. Pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, c'est se souvenir et ne plus ressentir de douleur. L'ont transformée en une missionnaire religieuse, utilisant sa propre histoire pour inspirer et aider d'autres personnes à surmonter leur douleur. L'issue pour les agresseurs, comme cela, arrive souvent dans de nombreux cas, à laisser un goût amer. Silvia Calabres Lima, la principale tortionnaire, a été condamnée à 15 ans de prison en 2008. Mais le système juridique brésilien, comme nous le savons bien, a ses particularités. En 2014, elle avait déjà obtenu le droit à la progression vers le régime semi-ouvert. Et aujourd'hui, il est presque certain qu'elle est en liberté. C'est la réalité de la justice, qui souvent semble ne pas correspondre à la gravité du crime. Vanis Maria. Nové, l'employé et co-auteur des crimes, a été condamné à une peine moindre, de 7 ans et 11 jours de réclusion. Le mari de Silvia, Marco Antonio Calabres et Lima, ingénieur, a été condamné pour omission à 1 an et 8 mois, mais sa peine a été convertie en service communautaire. Le fils aîné de Silvia, également accusé d'omission, a été acquitté. Pour beaucoup, le sentiment était celui de l'impunité, surtout face à la cruauté extrême que Lucélia a endurée. La mère biologique de Lucélia, Johanna Dark, qui a été interrogée sur un prétendu accord pour livrer sa fille, a été acquittée faute de preuves. Ce point a toujours suscité beaucoup de spéculations, laissant en suspens la question « Pourquoi Lucélia est-elle allée vivre avec Silvia ?» Le manque de preuves concrètes concernant cet accord laisse un vide, et on se demande ce qui a réellement motivé cette décision qui a scellé le destin de la fillette pendant 2 ans. En 2011, Silvia a été condamnée à nouveau, à 11 ans et 6 mois, supplémentaires, pour avoir maintenu Lucélia et un nouveau personnage, Lorena Coelho Reis, prétendue employée de maison, dans des conditions analogues à l'esclavage. La répercussion de l'affaire Lucélia a mis en lumière d'autres accusations, révélant un modèle de comportement cruel de la part de Silvia. Elle et son mari ont également été condamnés à payer une indemnisation de 380 000 $ pour dommages moraux et esthétiques, en plus des droits du travail. Et ce qui est le plus choquant, c'est que Silvia Calabres avait déjà des antécédents de violence des années auparavant. En 2002, elle a été accusée de maltraitance envers un enfant de 5 ans qui a vécu avec elle pendant environ 3 mois. À cette époque, le procureur de l'affaire indiquait déjà qu'il y avait des indices que Silvia battait l'enfant et que les punitions devenaient de plus en plus sévères. Malheureusement, pour une raison que personne ne comprend totalement, le rapport de l'IML à l'époque n'a pas confirmé les indices d'agression et le dossier a été classé en 2003. Cela nous fait réfléchir. Si cette affaire avait été prise au sérieux, peut-être la tragédie de Lucélia aurait-elle pu être évitée. L'impunité du passé a ouvert les portes à une cruauté encore plus grande à l'avenir. De plus, une jeune femme de 20 ans qui n'a pas voulu être identifiée a également rapporté avoir subi des maltraitances chez Silvia, 4 ans avant l'affaire Lucélia. Elle était adolescente à l'époque et a été agressée et maintenue prisonnière, bien qu'elle n'ait pas été torturée comme Lucélia. La déléguée de l'affaire Lucélia, Adriane Corse, a déclaré avec conviction que la raison de ces actions de Silvia était du pur sadisme. Pour la déléguée, Silvia était simplement mauvaise et aimait torturer. Il n'y a pas eu d'évaluation psychologique formelle de Silvia pour un diagnostic professionnel, mais la conclusion de la déléguée fait écho au sentiment général. Une femme maléfique, avec de l'argent, un historique, de violence, et une bande de personnes également mauvaises ou couardes autour d'elle.
L'existence de personnes comme elle n'est pas vraiment une surprise dans le monde réel des crimes, mais la passivité des autres, employés, voisins, professeurs, médecins, membres de la famille, est ce qui choque vraiment et nous fait nous interroger. Comment les professionnels de la santé, les éducateurs, les voisins proches, n'ont-ils pas identifié les signes évidents de souffrance physique et psychologique chez Lucelia avant qu'il ne soit trop tard? Cette question lancinante nécessite des réponses. Beaucoup parieraient sur l'omission, sur la volonté de ne pas s'impliquer dans un gros problème, même si cela signifiait sacrifier un innocent. Des cas comme celui de Sofia Docampo, où des enfants souffrent aux mains de leurs responsables et restent avec eux jusqu'à perdre la vie, sont un rappel douloureux de cette réalité. Malgré toute cette misère, l'histoire de Lucelia est en revanche un incroyable récit de dépassement. Nos félicitations à elle, qui non seulement a survécu, mais s'est transformée en une personne illuminée et heureuse, capable de pardonner et d'aller de l'avant, principalement poussée par sa foi en Dieu. C'est une inspiration, un élément de force et de courage pour quiconque a besoin de faire le pas qui manque pour dénoncer un agresseur pervers. Quand on voit les images de cette affaire, il est impossible de ne pas se souvenir d'autres histoires tout aussi choquantes, comme celle de Jenny Wiley aux États-Unis, qui pendant des années a été attachée et privée de toute interaction par son propre père, une fillette saine qui a eu la vie détruite par un homme ignorant et sadique. L'histoire de Lucelia, cependant, a heureusement eu une fin de dépassement. Il est gratifiant de savoir comment Lucelia a continué sa vie, mais on a le sentiment que tout a été trop bon marché pour toutes les personnes impliquées. La justice, dans ce cas, semble avoir été trop clémente pour l'ampleur de la souffrance causée. Mais la vie de Lucelia, sa foi et sa capacité à pardonner sont la plus grande réponse à toute la méchanceté qu'elle a affrontée. Le plus triste est de savoir que tant d'autres victimes souffrent en silence en ce moment même et ne survivront peut-être pas pour raconter leurs histoires. Que l'histoire de Lucelia soit un phare, un rappel que le mal existe, mais que l'espoir, la foi et la dénonciation peuvent, oui, changer des destins.